Ça me définit, oui, d'avoir eu un cancer, d'avoir traversé une épreuve aussi importante que ça à un très jeune âge, ça me définit. Puis d'être handicapé, ça me définit, c'est-à-dire que ça définit mon quotidien, ça crée toutes sortes de limites, ça crée toutes sortes de problèmes, puis ça fait que j'envisage le monde d'une certaine manière qui est différente de tous ceux qui ont deux jambes. Clairement. Mais ce qui est vraiment intéressant, parce qu'il y a le cancer, mais il y a ça aussi, toi, moi, j'ai pas vu ça. Ouais. Mais en même temps, ça me définit pas du tout non plus. C'est-à-dire que je suis plein d'autres choses que mon cancer et que mon amputation. Dominique Tardif, 35 ans. On dit Tardif, hein? Yeah. Ouais. Mon père dit Tardy, moi je dis Tardif. Parce que moi, je me dis, mon Dieu, je passe en entrevue un journaliste. Regarde ça, je commence Dominique Tardif. Tardy, non, c'est pas ça, c'est Tardif. Ça arrête un peu. Non, mais c'est rare que je m'offusque quand quelqu'un... Il y a des gens qui massacrent davantage mon nom que ça. Là. Les QE, là, ça, c'est fréquent. Ah oui, non, clairement. Des gens avec qui je corresponds presque sur une base quotidienne qui ne savent pas encore comment mon prénom s'écrit. Mais toi, ça doit t'arriver aussi. Avec Wita, là? T'as dû toutes les entendre, là. Non, en général, des fois, le monde dit Vita, là, parce que c'est finlandais. Et dans le temps, il dit un V à place... Avant, je te pointe, fait que depuis tantôt, je le pointe. Je me sens menacé. Oui, c'est ça. Avant, il disait un V à la place d'un W, donc c'était Vitala, mais non. Non, ça va quand même bien. Witala, c'est finlandais, pour ceux qui se demandent, parce que je me le fais souvent demander. Alors, j'arrête de parler. Moi, 35 ans, journaliste à la presse culturelle, mais aussi animateur. Tu as un balado. Oui, deviens-tu ce que tu as voulu. En plein ça. Puis... qui a reçu un diagnostic de cancer à 14 ans. Ouais. Je pense que ça, moi, personnellement, je le savais pas. Je pense que là, tu commences à en parler tranquillement, mais avant, t'en parlais peu. Est-ce qu'il y avait une raison par rapport à ça? Oui, j'ai commencé à en parler davantage. C'est-à-dire que, bon, d'une part, les occasions de parler de ça, je veux dire, mon entourage le savait, bien sûr, mes amis le savaient, mais j'en avais jamais parlé dans un contexte médiatique, disons, parce que les occasions s'étaient pas présentées, puis aussi parce que j'avais peut-être pas complètement fait la paix avec ça, ou en tout cas, je craignais peut-être un peu que les gens ne me voient qu'à travers cette chose-là. Mais non seulement, là, je devrais peut-être préciser que j'ai eu un cancer pour lequel j'ai dû être amputé d'une jambe, de la jambe gauche. Ouais. Donc, il y a cet aspect-là aussi. Le nom du cancer, je tiens à dire, je l'ai répété. Okay? Tu l'as répété? C'est rhabdomyosarcome. Yes! Ah, je l'ai eu. C'est très, très bonne. Rhabdomyosarcome, effectivement, c'est une tumeur au mollet. Dans le mollet, c'est ça, qui est apparu comme ça, qui a poussé. Je m'en suis rendu compte. Là, un jour, j'avais une bosse dans le mollet, puis ça s'est avéré être un cancer. Donc, j'ai été amputé, puis je voulais pas que les gens me voient qu'à travers mon identité de personne en situation de handicap. Mais bien sûr, là, c'est ça. Les gens autour de moi le savaient, puis c'est pas long lorsque je rencontre une nouvelle personne, lorsque je me fais de nouveaux amis ou lorsque j'ai de nouveaux collègues de travail, ils vont me voir marcher, puis là, ça paraît, je pense que ça paraît quand je marche, mais ça paraît pas tant que ça non plus. Non, vraiment pas. On pourrait soupçonner que c'est autre chose. Oui, vraiment. Tardif, il est peut-être en boisson aujourd'hui, ou Tardif, il se donne un genre. Quelque chose comme ça. Mais on va pas forcément sauter à la conclusion que c'est une amputation. Mais c'est ça, je suis devenu de plus en plus à l'aise à en parler parce que j'ai réalisé que c'était pas cette chose-là. C'est-à-dire que c'est deux choses. Ça me définit, oui, d'avoir eu un cancer, d'avoir traversé une épreuve aussi importante que ça à un très jeune âge, ça me définit. Puis d'être handicapé, ça me définit, c'est-à-dire que ça définit mon quotidien. Ça crée toutes sortes de limites. Ça crée toutes sortes de problèmes, puis ça fait que j'envisage le monde d'une certaine manière qui est différente de tous ceux qui ont deux jambes. Clairement. Mais ce qui est vraiment intéressant, parce qu'il y a le cancer, mais il y a ça aussi, toi, moi, j'ai pas vu ça. Ouais. Mais en même temps, ça me définit pas du tout non plus. C'est-à-dire que je suis plein d'autres choses que mon cancer et que mon amputation. Donc,
je peux parler de ça publiquement, je peux témoigner de ce que c'est. Je pense aussi, là, je veux pas comme avoir l'air du gars qui pense que sa parole est si importante que ça, mais je pense que c'est important que des gens comme moi disent c'est possible d'avoir vécu ça, puis après de s'imaginer la vie dont vous rêvez. Là, si vous voulez être, je sais pas s'il y a bien des jeunes de jeunes gens qui rêvent d'être journalistes, là. Mais en tout cas, si vous avez eu un cancer et que vous êtes en situation de handicap, c'est possible c'est peut-être pas possible de rêver à tout exactement, mais c'est possible de rêver grand. Donc c'est pour son chemin. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je me suis mis à en parler davantage. Aussi parce que j'avais l'impression d'avoir peut-être un peu plus quelque chose à dire. Puis aussi parce que j'ai fait un dossier là-dessus à l'époque où j'écrivais pour Le Devoir. J'ai fait un dossier sur la rhétorique du courage, tout le discours autour de la résilience, du courage et du combat, surtout qu'on emploie pour parler du cancer. Moi, ça m'agace encore à ce jour. Ça m'a toujours agacé. En fait, ça m'a pas toujours agacé parce que je pense que j'y ai adhéré jusqu'à un certain point parce que c'est comme le discours je sais pas si tu l'as vécu, toi, mais c'est le discours par défaut auquel tes proches s'en remettent quand ils apprennent que tu as un cancer. Ah non, mais là, tu vas te battre, puis tu as du courage, puis l'important, c'est ton mental. Si le mental y est, c'est sûr que tu vas guérir. Bon, tout ça est évidemment, mais c'est sûr que c'est préférable de regarder les choses positivement, mais ça, c'est bon pour n'importe quelle situation. Pour s'encourager un peu. C'est ça, mais c'est pas vrai que parce que t'es positif que ta tumeur va magiquement disparaître. Donc, je voulais aussi peut-être offrir un autre discours, tu sais, au sujet du cancer. Puis là, il y a de plus en plus de gens là, au cours des dernières années qui parlent du cancer aussi de cette manière-là. J'ai participé à un autre balado, la carte cancer, puis les filles, Judith et Evelyne, qui animent ce balado-là, et je pense qu'elles partagent mon point de vue sur le fait que c'est ça, ça tient pas à ton courage. Mais non, c'est sûr. Ta guérison, tes possibilités de guérison n'ont aucun lien avec ton courage ou ton manque de courage. Puis ça, je trouvais ça important de le dire parce que ça vient aussi avec... ça peut éventuellement créer de la détresse chez les gens qui vivent avec le cancer. C'est-à-dire que si on te répète que ta guérison est liée au courage dont tu vas t'armer, c'est ça. Si tu ne guéris pas, ça se peut que tu te blâmes. Oui, c'est une forte responsabilité que tu te mets sur les épaules. Ouais. Effectivement. Mais c'est drôle parce que j'ai écouté la carte cancer aussi avec Evelyne et Judith. Oui, Judith Laferre. Et moi, j'ai comme pas le même discours que vous autres, mais je trouve ça intéressant parce que moi, ça m'agace pas. Ça m'a pas agacé de me faire dire ça. Non? Ouais. Donc, je trouve ça intéressant que j'essaye exemple, il y a un épisode que j'ai fait la semaine passée avec la photographe qu'elle s'appelle, Marie-Ève Richard. Et elle est beaucoup là-dedans, là, tu sais, la spiritualité, elle lit des livres, cause tumeur, ça pourrait venir de quelle émotion. C'est correct qu'il y a un épisode là-dessus, ça va peut-être parler des gens. Mais oui, effectivement, je me rends compte qu'il y a des gens un peu plus comme toi, exemple, que c'est très plus, pas rationnel, mais... oui, je pense que c'est quand même le bon mot employé. Là. C'est pas juste rationnel, c'est-à-dire que après, le cancer va évidemment avoir un impact sur ta santé mentale, ta vie psychologique, tout ça, c'est clair, mais là, moi, je suis vraiment pas du genre à penser que le cancer est lié aux émotions négatives qui se trouvent en toi. D'avoir deux personnes qui pensent ça différemment, mais finalement, on prend ce qu'on veut. Là. Tant que ça nous fait du bien ou que ça nous permet de cheminer à travers ce cancer-là. Effectivement, je vais certainement pas blâmer qui que ce soit de s'accrocher à ce qu'il trouve comme petite prise sur le réel, mais après, j'aime quand même que ces prises sur le réel-là soient bien vissées dans la science. Que clairement. Toutes sortes d'idées un peu farfelues. Oui, clairement. Donc, comment tu as découvert que tu avais un cancer? J'avais vraiment c'était une bosse dans le mollet là, dont j'ai pas parlé spontanément à qui que ce soit parce que à 14 ans, il se produit déjà toutes sortes de changements dans ton corps dont tu parles pas forcément à qui que ce soit parce que
c'est un peu gênant parfois. Donc, j'en ai pas parlé tout de suite à mes parents, mais éventuellement, j'en ai parlé à ma mère. J'ai dit, hey, j'ai comme une bosse dans le mollet. Qu'est-ce que t'en penses? Mais j'étais vraiment pas du tout... Ça a été très, très long avant que en fait, c'est au moment où puis même, je pense, au moment où je suis allé à l'hôpital Sainte-Justine, là, puis quand même, l'hôpital Sainte-Justine, il se passe plein de choses à l'hôpital Sainte-Justine. Il y a des accouchements, il y a des... je veux dire, on prend en charge la santé des enfants de toutes les manières, mais ce qu'on associe, je pense, beaucoup à Sainte-Justine, c'est le pavillon Charles-Bruno, qui est le pavillon où les enfants qui ont le cancer sont traités. Donc là, quand je suis arrivé à Sainte-Justine, je pense que c'est vraiment le premier moment où je me suis dit, OK, c'est peut-être quelque chose de sérieux, mais... Il se passe de quoi? Oui, avant ce moment-là, je sais même pas ce que j'avais en tête, ce que je m'imaginais que ça pouvait être. Donc, on est allé consulter le médecin de famille qui a dit, c'est sûr que c'est rien, mais je vous envoie quand même passer un test. J'habitais à Asbestos à ce moment-là, une ville qui n'existe plus, qui s'appelle Val-des-Sources maintenant. C'est ça, j'ai fait j'en ai aucune idée. Asbestos, ville de l'amiante, qui a changé de nom tout récemment, qui s'appelle maintenant Val-des-Sources. Donc, on est allé à Sherbrooke passer le test en question, là, qui était une espèce de Doppler. Là. Bon, ils vont voir ce qui se trouve là-dessous. Puis, quelques heures après l'examen, j'étais aux urgences du CHU à Sherbrooke. Puis le médecin d'urgence semblait comme rapidement assez alarmé, là, tu sais. Ce qui était évidemment, ce qui était étonnant pour moi, puis ce qu'il était encore sans doute davantage pour mes parents, pour ma mère. Puis le médecin, je pense que j'ai passé d'autres tests. En tout cas, le médecin a rappelé le lendemain matin, on était rentré à la maison, puis il a rappelé le lendemain matin, puis il a dit, vous en allez directement, là, pas comme dans une semaine, dans 2 jours. Tout de suite, vous montez dans votre voiture et vous vous rendez à Sainte-Justine. On vous attend. Votre fils est attendu au pavillon Charles-Bruno. Puis là, j'ai passé des tests, puis je serais curieux là, de reparler avec les médecins les premiers médecins que j'ai rencontrés, mais je pense que les oncologues ont, la plupart du temps, avec des examens relativement simples, là, des radiographies, ont quand même une assez bonne idée de, bon, est-ce que c'est une tumeur cancéreuse ou c'en est pas une? Puis, mais bon, j'ai passé les autres tests, là, la biopsie, qui est le test ultime qui permet de déterminer si c'est bénin ou malin. Puis c'était effectivement malin. Donc, j'ai fait de la chimio. Ça, c'était comme en mai. Puis tout l'été, j'ai fait de la chimiothérapie, des traitements très, très intensifs. Là, parce que on se rappelle, l'été de tes 14 ans. Oui. Puis c'est ça, l'avantage d'avoir un cancer jeune, c'est qu'on peut t'offrir une chimio vraiment très, très, très agressive parce que ton système immunitaire est capable d'en prendre. Tu sais. Ouais. Donc là, j'ai une chimio vraiment violente. Là. Ce que je dis souvent, c'est que l'amputation par rapport à la chimiothérapie, c'était de la petite bière. Là. C'était pas grand-chose. Là. C'était vraiment intense, la chimio. J'ai perdu, dans la première semaine, c'était des traitements d'une semaine. Donc, je passais une semaine au pavillon Charles-Bruno. Puis là, tu sais, ils te font visiter. Puis là, il y a des jeux vidéo. Il y avait des ordinateurs. Tu sais, des ordinateurs. Quand j'avais 14 ans, les ordinateurs, c'était cool. Ça l'est encore, mais ce que je veux dire, c'est que c'était plus rare. Il y avait Internet. Je peux regarder mes courriels. Puis, j'ai pas profité du tout de tout ça parce que j'étais complètement ravagé. J'ai perdu 20 livres dans ma première semaine de chimiothérapie. Là, mon père, quand je suis rentré à la maison, parce que j'ai passé la semaine avec ma mère, puis mon père. Ça, c'est un autre aspect quand même aussi de la vie des parents de jeunes qui ont un cancer. Je veux dire, mon père a dû continuer à travailler parce qu'il fallait que quelqu'un subvienne à nos besoins. Sauf que j'ose pas imaginer la détresse qui devait vivre. Puis ma mère aussi. Ta mère a dormi où? Ma mère a dormi avec moi dans la chambre. Je pense qu'elle aurait peut-être pu aller... Bon, il y a le pavillon Ronald McDonald, là, où les gens qui... par exemple, si tu viens de l'Abitibi, puis là, ton enfant doit être traité à Sainte-Justine, je pense qu'on peut t'accueillir là. Mais ma mère dormait dans la chambre avec moi, là, sur une chaise ou sur... Je pense qu'il y avait un local où les parents vont aller chercher des matelas à la fin de la journée pour dormir. Mais c'est bien, là, parce que moi, j'y ai pensé. Je viens du Bas-Saint-Laurent. J'étais à Québec comme l'année d'avant. J'étais à Québec avant que j'ai su que j'avais un cancer. Puis j'étais à Montréal, fait que j'étais bien contente. J'habitais déjà là quand je faisais mes traitements au CHUM, mais je me disais, quelqu'un qui vient du Bas-Saint-Laurent, là, non, ça te chamboule toute une vie. Là. Toute une vie, là, puis financièrement aussi. Là. Oui, non, mais ça coûte cher, là, les déplacements, les stationnements,
la bouffe, tout ça, on y pense pas. Donc, c'est ça. Quand je suis revenu à la maison après ma première semaine de chimiothérapie, mon père a dit qu'il me reconnaissait pas. Là. J'étais émacié, là, comme un héroïnomane. Là. Mais sans les cheveux. Parce que non, j'avais encore mes cheveux. Là, mes cheveux ont tombé comme quelques jours plus tard. Là. Ça aussi, je me souviens de ce moment-là où tu te mets à tirer. Tu te passes la main dans les cheveux, puis il y en a plein qui te restent. Ça, je l'ai pas vécu, non. moi, ça. Mais ouais, ça, c'était un moment assez inoubliable aussi. Donc, j'ai fait des traitements de chimio. L'espoir de l'équipe d'oncologues, c'était que la tumeur soit rapetisse suffisamment pour qu'ils puissent la retirer avec une chirurgie, j'allais dire une simple chirurgie, mais ça aurait supposé une chirurgie assez complexe, puis c'est pour ça, en fait, que j'ai dû être amputé parce que ce qu'on me présentait comme option, c'était soit donc l'amputation. Puis quand ils m'ont dit, c'est le docteur Isler, que je salue, le docteur Marc Isler, qui est un chirurgien orthopédiste, oncologue. En tout cas, c'est un homme qui possède beaucoup de diplômes et pour qui j'ai la plus grande admiration. Mais les chirurgiens, en général, un neurochirurgien, c'est sa coche aussi, je te dirais. Là. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font, ouais, vraiment. Donc, quand docteur Isler m'a dit, alors bon, ça pourrait être l'amputation, puis là, je pensais que c'était du vocabulaire technique, je sais pas, qui décrivait une autre procédure qu'une amputation. Puis donc, l'autre option qui se présentait à moi, c'était de subir une chirurgie hyper complexe. Parce qu'une amputation, c'est relativement simple là, comme chirurgie. Là, ça a duré à peu près, je pense que ça a duré 1h30, puis mon docteur, le docteur Isler a dit que c'est parce qu'il s'était vraiment appliqué, puis bon, il y avait quand même le luxe aussi de pouvoir m'amputer d'une manière qui allait permettre un appareillage optimal avec ma prothèse, alors que bon, si tu as un accident de la route, par exemple, ben là, la personne arrive, puis ils font avec ce qu'ils ont. C'est à table. Mais donc, l'autre option, c'était une chirurgie vraiment très, très longue, puis là, c'était moins clair. En fait, c'était moins sûr qu'on allait se débarrasser de... Il y avait davantage de risques que la tumeur réapparaisse dans d'autres endroits de mon corps, comme les poumons, parce que c'est là où cette tumeur-là que j'avais se déplace ensuite. Puis là, un coup que c'est dans tes poumons, là, c'est vraiment... c'est moins le fun, mettons. C'est déjà pas le fun, mais là, c'est vraiment plus le party. Donc, c'est ça. Puis là, ça, c'est une question encore à ce jour que je vais lui poser la prochaine fois que je vais voir Doc Isler. Je vais lui demander. Parce que, évidemment, les médecins, ils veulent te donner l'impression que tu as une prise sur ta situation, tu sais. Ce qui est tout à l'heure c'était ma prochaine question. Mais je devance tes questions. Zoé, je m'excuse. Finalement, je parlerai pas. Non, mais... Je suis un journaliste, fait qu'il voit mes questions arriver. Vas-y, pose ta question. Non, mais je me demandais à ce moment-là, c'est comment ça prendre une décision. Est-ce que c'est tes parents est-ce que toi, tu étais dans le déni, tu voulais pas? Est-ce que tes parents t'ont convaincu? Comment ça fonctionne? Ben, c'est ça. En fait, non. Ce que je me souviens, en tout cas, puis là, peut-être que ma mère écoute ça présentement, puis elle a un souvenir autre que le mien, mais c'est que c'était très, très clair dès le départ parce que la façon dont c'était présenté par le Doc Isler, ils font bien ça aussi, qui est une autorité en la matière. On va t'amputer, tu vas remarcher dans 6 mois maximum. Tu n'auras pas trop de limitations. Tu es à peu près sûr de t'être débarrassé de ce cancer-là. Ça, c'est quand même assez intéressant comme perspective. Puis l'autre perspective, c'était on va te faire une longue chirurgie de 14 heures. Déjà, te remettre de cette chirurgie-là, ça va être super long. Après, ta jambe va être fragile. Tu vas probablement subir de multiples fractures. Ça va se répéter. Ça se peut que ta tumeur revienne, qu'on doive refaire une autre chirurgie. Moi, il y avait aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que j'étais rapidement... Je sais qu'il y a des gens qui ont des rapports moins problématiques, disons, moins tendus avec les hôpitaux, avec l'environnement de l'hôpital. Là, mais puis, je veux dire, j'ai adoré les gens qui m'ont traité. Là, mais... tu trouvais ça dur d'être là? J'étais tanné. J'étais vraiment tellement tanné d'être à l'hôpital. Puis je sais qu'il y a des gens, tu sais, il y avait plein d'autres enfants qui étaient à Sainte-Justine, des gens que j'ai fini, avec qui j'ai pas discuté tant que ça, avec qui j'ai pas eu de dialogue, mais d'autres enfants qu'on voyait. Là, ça devient comme une espèce de bande que tu retrouves à chaque fois que tu y retournes. Puis, bon, par exemple, les gens qui ont des leucémies, souvent, leur traitement vont durer plusieurs années. Bon, je suis en totale admiration. Est-ce que tu as gardé, parenthèse, est-ce que tu as gardé des contacts de ces gens-là? Non, pas du tout. Par la suite, non, ça aurait été Ça a été quand même assez bref. Puis, tu vois, là, aujourd'hui, j'ai pas eu le réflexe. En fait, j'ai eu le réflexe de
de ne pas vouloir me joindre à des groupes, par exemple les groupes de Leucan, qui font un travail exceptionnel. Puis je voudrais certainement pas avoir l'air du gars qui parle contre ce qu'ils font. Puis j'aimerais pouvoir un jour m'impliquer avec eux, leur donner du temps. Mais c'est ça, il y avait toutes sortes de camps, d'activités qui étaient organisées, de groupes de soutien, de groupes de parole. Puis, ça te tentait pas? Ouais, ça me tente. Mais c'est non seulement que ça me tentait pas de participer aux activités comme telles, mais ça me tentait pas de me trouver en compagnie d'une gang de cancéreux, tu sais. Parce que j'avais peur. Je sais pas que... Encore une fois, ça revient à ce que je disais un peu plus tôt, là, que leur cancer à eux, c'est complètement fou là, de penser comme ça, mais que leur cancer à eux finisse par d'éteindre sur le mien, là, puis que tant aussi longtemps que j'en parle pas trop, puis que je me tiens pas avec des cancéreux, puis que je vais pouvoir moi-même, c'est de la pensée magique, là, mais que je vais pouvoir tenir ça à distance. Ouais, je comprends. Donc, j'ai pas participé à ces groupes-là, puis peut-être que ça m'aurait aidé. Je sais qu'un peu plus tard, là, on sort de la question du cancer, mais il existe un organisme formidable qui s'appelle les amputés de guerre, le programme Les Vainqueurs, qui aide les personnes amputées, ce qu'ils font principalement, c'est de payer des prothèses. Là. Ma prothèse est en grande partie payée encore à ce jour par les amputés de guerre. Puis ils ont des congrès donc à chaque année qui se déroulent un peu partout au Québec où des centaines de jeunes gens amputés se réunissent pour parler de leur quotidien puis de quelles solutions ils trouvent pour faire face aux problèmes qu'ils rencontrent. Puis moi, je voulais tellement rien savoir d'aller là. Puis finalement, ma mère, mes parents m'ont un peu traîné de force, pour vrai. Puis je leur en suis très reconnaissant aujourd'hui. Puis je suis pas retourné, j'ai assisté seulement à un congrès, mais ça a vraiment été important parce que là, j'ai vu un paquet d'autres gens qui étaient juste un peu plus vieux que moi, tu sais, qui étaient autour de l'âge de la majorité, tu sais, qui entraient dans la vie adulte, puis qui se débrouillaient, là, qui faisaient vraiment tout, puis pour qui ça avait pas l'air d'être un problème de se faire un chum ou une blonde, puis d'avoir une job. Mais c'est encourageant. Mais oui, c'est ça. Mais oui. Mais moi aussi, j'ai été dans des groupes, exemple de tumeurs au cerveau, au CHUM. Mais ce que j'avais vu, c'était pas les mêmes situations que moi. C'était du monde, exemple, que ça n'a pas été malin, leur tumeur, mais que ça a laissé des séquelles physiques. Puis, j'ai comme pas retrouvé ça. Je voulais comme un réconfort, que ça va aller bien. Mais de là, l'idée du balado, en fait. Regarde, là, je te parle, puis tu m'encourages. Mais c'est pas tout le temps comme ça, là. Puis je te comprends. Moi aussi, après, j'ai comme fait non, je vais partir mon propre projet, puis je vais aller à la rencontre des gens, parce que des fois aussi, tu te retrouves dans des groupes que... Je sais pas, moi, je me suis rendu compte qu'au sein même du même cancer, on le vit pas de la même façon, puis c'est tellement différent d'un cancer même au sein du même cancer, là, les répercussions dans la vie de l'autre ou de soi sont pas pareilles, là. Mais moi, tu vois, même si, je devrais peut-être avoir un peu plus d'indulgence pour le jeune homme de 14 ans que j'étais à ce moment-là, mais je me sens un peu coupable quand même d'avoir eu une espèce de... C'est comme si j'avais du dédain pour les cancéreux alors que j'en étais moi-même un. Adolescent. Oui, on est déjà un peu comme ça à l'adolescence. On veut faire partie d'aucune gang. Ouais. Un peu au-dessus de nos affaires. L'apparence est beaucoup importante. Fait que t'es déjà très, très, très fort d'avoir vécu ça à 14 ans. C'était quand même aussi assez présent à mon esprit. Tu sais, j'ai voulu recommencer l'école le plus rapidement possible. Je me suis fait amputer en septembre, puis j'ai manqué seulement 3 semaines d'école. Puis vraiment, là, c'est parce que j'y suis retourné plus tôt. Puis lorsque j'y suis retourné après 3 semaines, c'est parce que j'insistais. Là, les médecins puis mes parents trouvaient que c'était trop tôt et que ça n'avait pas de bon sens. Mais c'était quand même aussi une de mes grandes préoccupations de pas... tu sais, quand t'es enfant, puis là, mettons, t'as une grippe ou une gastro, puis là, tu manques une journée d'école, puis là, t'es un peu content d'une certaine manière parce que tu peux regarder des émissions à télé que tu vois pas dans tes séries. Ouais, c'est ça. Ou tu peux regarder The Price is Right, c'est une émission que tu regardes jamais parce que t'es à l'école habituellement à cette heure-là. Mais en même temps, si ta petite grippe ou ta gastro dure 1, 2, 3 journées, là, tu commences à trouver ça plate parce que tu manques, tu as peur de revenir à l'école puis de plus comprendre les inside jokes puis d'avoir manqué des moments le fun. Donc, moi, j'étais quand même pas mal là-dedans. Là. C'est-à-dire que je voulais reprendre l'école puis retrouver mon cercle d'amis puis pas trop non plus. C'est ça, je voulais pas... peut-être que je me disais à l'intérieur de moi, si je me fais des amis qui ont le cancer, ben...
ces amis-là vont rester mes amis, puis j'aurai plus d'espace pour revenir à mes vrais amis, puis à ma vraie vie, à ma vraie vie d'avant. Ouais, ben moi, j'ai continué à travailler, même si je faisais des traitements. Je pense qu'on est comme juste, OK, la vie continue, c'est beau, ça continue. Je pense qu'on veut comme pas trop rentrer là-dedans. Je pense que c'est une façon de passer à autre chose. On veut juste passer à autre chose. Mais là, est-ce que le gars de 14 ans qui a un cancer, tu penses qu'il voyait l'ampleur de la situation autant? Non, vraiment pas. Vraiment pas, hein? Non, en fait. Exemple, moi, 26 ans. Non, tu vois, mais c'est sûr que, bon, Sainte-Justine, là, comme je disais tantôt, le pavillon Charles-Bruno, tu t'arrives, puis première visite, il y a un paquet d'enfants qui n'ont pas de cheveux, qui ont l'air malades, là, parce qu'ils le sont. Bon, ça, c'est quand même un premier choc, mais c'est fascinant comment le mental est assez puissant, puis te dis ah non, mais je suis ici, mais non, ça me concerne pas vraiment. Mon rendez-vous, c'était tout d'un coup dans la section de la rangée de oncologie. Il est écrit oncologie en gros. Pas moi, ça. Non. Oncologie, cancer, non, c'est pas moi, ça. Puis, en fait, je pense que le moment où j'ai réalisé que j'avais quand même plus passé proche du pire que je me l'imaginais, c'est quand j'ai eu un rêve d'enfant. Puis le critère pour... je pense qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'un rêve d'enfant, c'est donné seulement à des enfants mourants là, qui sont condamnés, mais c'est pas le cas. On donne des rêves d'enfants à des enfants qui... c'est la Fondation Rêve d'enfant là, qui fait ça. À des enfants qui sont passés proches, qui ont vraiment vécu quelque chose de tragique. Grave. Exactement. Donc j'en ai eu un, mais quand j'ai eu mon rêve d'enfant, si je me souviens bien, j'avais été amputé. Donc le pire était derrière moi, d'une certaine manière. C'est sûr, tu rentrais dans les critères. Ouais. C'est ça, mais je me souviens d'une conversation avec ma mère où je lui posais un peu la question pourquoi j'ai un rêve d'enfant alors que, tu sais, j'ai pas vraiment passé proche de mourir. Hein? Ouais. Maman, j'ai pas passé proche de mourir, puis elle était comme plus que tu penses, mon cher Dominique. Ben, c'est ça m'amène aussi à te demander, tes parents là-dedans, est-ce qu'ils étaient transparents avec toi, ils disaient tout? Est-ce qu'ils se cachaient pour aller pleurer? Ou ils étaient totalement transparents avec toi, puis ils te montraient tout, puis ils disaient tout? Non, je pense qu'ils étaient... Je suis pas mal sûr qu'ils étaient pas complètement transparents parce que là, moi, je m'imagine, c'est ce que j'ai participé au balado La carte cancer. Tu sais, je fais des petits segments au début de chaque épisode où ça s'appelle le lexique cancéreux. Puis je parle d'un thème, de ma vision d'un thème en particulier. Puis dans un des épisodes, je parle du temps. Tu sais, puis ce que je dis, c'est comment le fait que je sois parent. Moi, aujourd'hui, j'ai une fille qui a 16 mois. Puis elle est en santé. On espère qu'elle va le demeurer pour toujours. Mais c'est pas génétique. Non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que rapidement, là, je m'en suis rendu compte lorsqu'elle a eu comme des premiers petits bobos du type grippe. Là. Puis là, elle tousse. Puis là, je voudrais tellement pouvoir prendre sa toux puis son mal de gorge pour elle, alors qu'on s'entend que c'est vraiment très, très bénin. Puis que 2 jours après, tout va bien. Puis en fait, elle tousse. Puis 2 secondes après, elle sourit. Là. Mais là, je me suis rendu compte que ça fait de voir son enfant souffrir là, de façon très, très anecdotique dans ce cas-là. Donc là, c'est ça. En fait, je me suis rendu compte. Je ne peux que m'imaginer ce que mes parents ont vécu, C'est la première fois, en fait, on dit ça. Des fois, j'aimerais pouvoir prendre ta souffrance puis la vivre à ta place pour t'en délester. Là. Puis je ferais ça pour ma blonde. Mais j'ai vraiment compris ce que ça veut dire en devenant père. Là, je ferais vraiment ça pour ma fille. Là. Sans aucun doute. Non. Donc, ça a été de devenir père, ça m'a permis de voir un peu de revoir ma situation avec la perspective, avec les yeux de mes parents. Mais je pense non pas, là, je suis en train de pas répondre à ta question, mais je pense je pense pas qu'il était transparent parce que ma mère a été à mes côtés pendant tous les traitements. Donc, elle devait me tenir compagnie, me soutenir au plan psychologique, me dire que les choses allaient bien se passer, gérer ma mauvaise humeur, mes crises. J'ai fait des crises horribles à des membres à des infirmiers, à des brancardiers. T'es à bout. Hein. Mais il y a aussi que j'avais 14 ans, donc le 14 ans, c'est la révolte. Pardon, c'est la révolte, exactement, c'est la crise de l'adolescence. Donc,
je me gênais pas trop, là, tu sais. C'est aussi que parfois, mettons, les équipes entraient, le médecin entrait avec les étudiants, puis le résident, etc. Puis là, je veux dire, là, non, là, comme il y a trop de monde ici, le médecin, c'est correct, mais les résidents, quittez, s'il vous plaît. Mm-hmm. Mais là, ça ne tente pas de vivre ça. Là. Non, c'est ça. Ouais. Mais c'était peut-être trop tôt aussi. Ouais. Donc, mes parents, clairement, m'ont pas tout montré ce qui se passait à l'intérieur de leur cœur. Mais par la suite, est-ce qu'ils te l'ont dit? C'est drôle parce qu'on en parle quand même assez souvent. Là, c'est-à-dire que presque à chaque souper, ma mère va faire référence à ce moment-là. Puis c'est là que je me rends compte dans ces moments-là que si ça se trouve, c'est drôle, mais c'est peut-être plus présent encore aujourd'hui à leur esprit, à eux, qu'à mon esprit, à moi, même si c'est moi qui a écopé le plus là, de manière concrète. Là, c'est-à-dire que c'est moi qui s'est fait amputer une jambe, mais je pense que ça a quand même changé le regard que mes parents posaient comme sur la vie en général, mais de plein de petites manières intangibles. Toi, veux pas, t'avais 14 ans, t'as même pas eu le temps de vraiment réfléchir au fait que t'es vivant. T'es un être humain et pouf, tu sais, tu dois sentir que ça fait toujours un peu partie, ça a toujours fait un peu partie de ta vie, veux pas, là. Aujourd'hui, t'as plus de temps de fait avec ce cancer-là qu'avant. Mais... Non, puis mes parents, bon, évidemment, ont sans doute traversé des épreuves avant celle-là, mais des épreuves évidemment moins importantes, puis des épreuves qui sont plus des épreuves communes. Courantes. Oui, c'est ça. Donc, je pense que ce moment-là, c'est aussi comme c'est un moment, c'est la perte de l'innocence. C'est-à-dire qu'on regarde le Téléthon Enfant Soleil, puis on compatit parce qu'on a un cœur, puis on aimerait que ces enfants-là soient en santé, puis on envoie de l'argent, mais on s'imagine jamais que ça va être notre enfant à nous. Puis je pense que... Mais là, je suis en train de parler pour mes parents. C'est peut-être pas du tout comme ça qu'ils l'ont vécu, mais je serais pas étonné qu'il y ait une sorte de crise de foi, là, pas que mes parents étaient religieux, mais une crise de foi au sens où tu as foi en la vie, puis en ce que la vie va être plutôt clémente, puis que tu n'auras pas affronté des épreuves aussi gigantesques que celle-là, puis là, tout d'un coup, ça arrive toujours aux autres. Là, oui, c'est ça. Ça arrive, oui. Mais j'imagine quand même ton père, t'as perdu 20 livres, tu reviens à la maison, ça doit être assez dur de cacher ses émotions. Là. Ça doit être assez fou. Puis en même temps, ils ont pas... je voudrais pas laisser entendre que mes parents ont complètement caché leurs émotions, puis que ils m'ont pas dit à quel point ça les bouleversait. Ils ont pas tenu à maintenir une espèce de façade que j'aurais deviné fausse de toute façon. Là. Mais quand même, je pense que c'est aussi que c'est ça te chamboule. Ça devient soudainement le centre d'une existence. Là, c'est-à-dire qu'il faut aller à Montréal, les rendez-vous. Ça prend ta vie est stand-by. Puis c'est ça qui fait peur. Toi, t'es guéri. Tu peux dire, je suis guéri. Ouais. Moi, non. Puis ça fait peur. Puis je sais c'est quoi ce stand-by-là. Tu vas être guéri dans combien d'années? Jamais. Jamais? Non? Mais, exemple, moi, je dis que je suis guérie, mais je peux pas enlever mon cerveau. Il aurait fallu, tu sais, toi, ils t'ont enlevé la jambe. Il faudrait on préfère non qu'on t'enlève pas ton cerveau. Non, ça serait mieux comme ça. Donc, ils peuvent pas dire je suis guérie. Ils peuvent juste dire, ça va bien, on croise les doigts, continue. Poup, poup. Mais on te surveille. Puis on te surveille. On s'assure que... Oui, tous les ans. Okay. Mais ce qui m'amène à... Ça m'a quand même marqué parce que c'est sûr que quand je te disais chacun deal avec son cancer, toi t'es guéri. Bon, moi, je pourrais jamais dire que je suis guérie, mais je me lève le matin, je le vois pas que j'ai eu un cancer. C'est pas la première chose que je vois en me levant le matin. Et toi? Tu vois pas ton cerveau en te levant le matin? Je vois pas mon cerveau, puis il faut vraiment que je regarde mon cuir chevelu pour me rappeler que j'ai comme une cicatrice de l'oreille à l'autre. Mais toi, tu te lèves le matin, puis c'est une des choses que tu vois. Ouais. Ta jambe, c'est quoi? T'as une jambe artificielle, comme? Comment on dit ça? Une prothèse? On peut dire jambe artificielle aussi. OK. Comment tu vis ça? Est-ce que tu es capable d'en faire abstraction? Je dors pas avec ma jambe artificielle, d'ailleurs. J'enlève ça pour dormir, sinon ce serait inconfortable. Non, parce que des fois, les gens posent cette question. Est-ce que tu l'enlèves pour dormir? Ben oui. Est-ce que tu enlèves tes souliers pour dormir? Ça doit exister des gens qui dorment encore souliers, là, mais c'est des gens bizarres. Mais c'est fou, tu sais, en tant que... Je suis recherchiste dans la vie, puis je fais ma recherche aussi avant de parler à mon invité, puis veux pas, c'est le genre de choses qu'on Google, pareil. Bon, mais comment ça marche, puis? Ben ouais, non, j'ai une prothèse que je mets pour marcher. Là. Je la porte pas mal.
toute la journée, mais c'est ça. J'enlève pour dormir, donc je vois quand je me réveille, je vois mon mognon, mon segment. Ouais. C'était quoi ta question déjà? Mais est-ce que tu es capable d'en faire abstraction ou c'est comme à tous les matins? Non, mais en fait, de un, j'associe pas mon segment à ma jambe à mon cancer. Là. C'est-à-dire que c'est quand même deux choses séparées maintenant dans mon esprit. OK. Puis, avec ma prothèse, je te dirais que qu'il y a des journées où tout va bien. Parce que quand même, là, avoir une prothèse qui est optimale puis qui te blesse pas, ça demande quand même beaucoup d'ajustements. Fait qu'il y a des moments dans la vie où là, bon, c'est ça, il faudrait que j'aille voir mon prothésiste parce que ma prothèse, blablabla, elle me blesse ou faut quand même, bon, il y a cette partie-là qu'il faut prendre en considération. Mais la plupart du temps, tout va bien. Je peux marcher assez longtemps. Je suis capable de suivre les autres. Je suis capable d'aller voir un show puis de rester debout toute la soirée. Puis je vais avoir un peu mal au dos, mais comme tout le monde à 35 ans a mal au dos, de toute façon. Ça fait partie de ta vie maintenant. C'est ça. C'est naturel. Les maux de dos, c'est ça. Puis, les maux de dos. Ouais. 35 ans, c'est tellement vieux. C'est tellement vieux. Je suis un grabataire. Donc, non, j'y pense pas, mais c'est ça. Il y a des jours, quand ça va moins bien, tu sais, là, c'est sûr que ça se peut, surtout si je suis une mauvaise humeur, là, ça se peut que je rumine et que la frustration me ramène. Mais quoi que je pense pas trop à mon cancer en tant que tel. Mais en fait, ce qui m'inquiète davantage, c'est ça, je pense moins au passé qu'à l'avenir. Ce qui est une source d'anxiété pour moi maintenant, c'est davantage comment je vais vieillir avec mon handicap parce que l'usure de mon corps, ça, c'est vrai pour les personnes qui ont un cancer, c'est-à-dire que les traitements, le cancer, tout ça, ça use le corps d'une manière qui est extraordinaire. Plus capable de me coucher après minuit, moi. C'est fini les clubs. C'est ça. Mais non, mais pour vrai, il y a l'aspect fatigue, effectivement. Puis dans mon cas, il y a l'aspect, bon, c'est ça, ma jambe, ça use mon corps d'une manière différente que de marcher avec une prothèse, même si ma prothèse est à la fine pointe de la technologie, puis que mon prothésiste fait très, très bien son travail. C'est sûr que ça use le corps. Tu sais, mon autre genou, notamment, tu sais, qui en supporte davantage que si j'avais mes deux jambes. Donc, tout ça m'inquiète un peu parce que j'aimerais vraiment pas ça devoir me déplacer en fauteuil roulant, par exemple, à un certain stade. Puis je me demande comment je vais être. Je regarde des personnes âgées, là, des gens qui ont leurs deux jambes, qui n'ont rien vécu de spécialement grave au plan de leur santé. Mais quand ils arrivent à 65, 70, 75 ans, il y a des signes d'usure qui se présentent. Oui, je comprends. Mais au moins, tu peux le prévenir. Déjà y penser, regarder. Oui, c'est ça. Mais bon, après, je peux le prévenir. Puis, mais ça veut dire prendre soin de soi. Prendre soin de soi, ça suppose du temps, de l'énergie, etc. Je veux dire, je fais rien subir de violent à mon corps. Là, mais des fois, je me dis que je pourrais peut-être un petit peu plus en prendre soin. Mais donc, c'est davantage de cet aspect-là de la question qui m'inquiète par rapport à mon cancer puis par rapport à mon corps. Mais sinon, j'y pense pas si souvent que ça. En fait, je te dirais que la dernière année ou les 2 dernières années, c'est les 2 années au cours desquelles j'ai le plus pensé à mon cancer depuis. Parce que t'en parles, j'imagine. Pardon? Parce que t'en parles. Parce que j'en parle, parce que je suis devenu père. Vraiment, ça, je veux pas sonner cliché. Là. Non. Mais il y a vraiment cet aspect-là. J'ai tellement plus on dirait que j'ai vraiment plus de compassion pour mes parents maintenant que je sais, ou en tout cas maintenant que je suis plus en mesure de deviner ce qu'ils ont vécu. Tu le comprends maintenant, avant tu le devinais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu faisais avant 14 ans que là, après, il a fallu que tu fasses le deuil? Je peux plus faire ça. Non, c'est la même affaire. C'est quand même le fun, c'est-à-dire que moi, je n'étais pas du tout un sportif. OK. Je me dis, est-ce qu'il s'est tourné vers l'écriture? Tu sais, le banquetin. Non, je pense que... on ne sait pas, en fait, ce que je serais devenu si j'avais pas eu un cancer. Comme mais non, je jouais déjà de la batterie avant de... J'avais commencé quelques années avant, autour de 11-12 ans, à jouer du drum.
J'ai continué à jouer. Aujourd'hui, j'en joue plus parce que, bon, la vérité, c'est que j'étais pas tellement bon. Donc, j'ai arrêté, mais j'étais capable de jouer du drum, surtout jouer du rock. Là, moi, en fait, c'était la bonne jambe que j'ai perdue parce que là, on est en train de perdre des gens, mais la jambe droite, c'est celle qui s'occupe de la grosse caisse, le bass drum. Ça, c'est essentiel. OK. Puis le pied gauche, c'est le hi-hat, la cymbale Charleston, comme on dit en France. Les 2 cymbales qu'on ferme comme ça. Okay. Si tu joues du jazz, c'est essentiel de pouvoir fermer et ouvrir ta cymbale Charleston. Mais si tu joues du rock, ta cymbale Charleston reste fermée. C'est ça. Okay. Je ne jouais déjà pas beaucoup de jazz. Donc, je ne me suis pas investi dans le jazz davantage. Okay. Fait que c'est ça, j'ai continué à jouer du drum. Puis, ça m'a donné une excuse pour faire le moins de sport possible. J'ai été exempté de mes cours d'éducation physique au secondaire, ce qui m'a rendu très, très, très heureux. Puis là, je suis arrivé au cégep. Mieux. Je me souviens, je suis arrivé au cégep. Puis là, on m'obligeait à m'inscrire à des cours d'éducation physique. Là, il y avait toutes sortes d'options qui s'offraient à moi. Puis là, je me suis battu. Je suis allé voir comme le direct. J'étais vraiment motivé. Là. Je voulais pas les faire, ces cours-là. Puis on m'a dit non, on peut pas t'exenter. Tu es obligé d'avoir un cours d'éducation physique à ton horaire. Donc, j'ai fait des cours de relaxation. T'as pas utilisé comme d'étirement musculaire. Comme que Evelyne et Judith disent ta carte cancer? Non, je veux dire, je l'ai utilisé, j'ai essayé de la jouer. Je l'aurais présenté et représenté, mais ma carte a été refusée au cégep de Sherbrooke. Mais tant mieux, imagine si t'avais été un... Exemple, quelqu'un qui un rêve d'un jeune garçon qui aurait aimé ça, faire du hockey, peut-être. Non, c'est sûr qu'il y a plein. Si t'as au moins 14 ans, puis toute ta vie, c'est le soccer ou le karaté ou peu importe le sport, en fait. Ça aurait été un double deuil. Ouais, il y a un grand deuil à vivre, c'est clair. Tu as dit dans une entrevue à Radio-Canada que. Oh, citation. Ouais, Radio-Canada, je me plug, je fais mes recherches. Engagez-la, elle que tu disais que des fois, tu trouves pas ça facile, la réaction des gens vis-à-vis de ton handicap. Ouais. Mais honnêtement, je tiens à dire que j'ai même pas remarqué. Bon, tant mieux. J'aime ça. Honnêtement, j'étais comme, j'ai hâte de voir. Ça aussi, mais là, t'es arrivé, je me suis même pas rendu compte. C'est quelque chose sur lequel je devais travailler parce que ça aussi, ça. Tu sais, il y a des moments, si je suis plus fatigué, si je suis blessé, peu importe. Là, bon, il y a des moments où ça va paraître davantage que je boite. Puis il y a d'autres moments où ça paraît moins. Tu sais. Mais comme tout le monde, quand on est fatigué. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui ont leurs 2 jambes qui marchent tout croche. Non, mais c'est parce que j'ai pas fini ma question. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est pas toi, c'est moi. L'adolescent, comment il vivait ça, la réaction des gens, mais l'homme aujourd'hui, est-ce que l'homme aujourd'hui se parle puis il fait comme là, c'est pas grave. Non, mais ouais, c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, puis là, je le dis souvent à ma blonde, là, mettons, je marche, puis là, je lui dis, j'ai l'air de boiter, hein. Puis là, elle dit, non, t'as pas, genre, ça paraît pas, arrête. Puis je sais que ça paraît un peu, mais de toute façon, ça devrait pas être grave, là, c'est pas. Je vois pas pourquoi ça m'obsède autant que les gens voient ou je sais pas, quelqu'un sur la rue me regarde un peu croche, tu sais. Fait que c'est... Mais comme c'est pas toujours clair que ça a rapport avec ça. Là. Il y a juste des gens qui regardent les autres croches pour des raisons étranges. Mais ça peut vraiment m'obséder longtemps. Pourquoi il m'a regardé croche, lui? C'est-tu parce que je bois, c'est-tu à cause de ça, tu sais? OK, ça fait que ça te dérange encore. Oui, vraiment. Non, ça c'est pas cet aspect-là de... Puis je porte pas de... Tu sais, je suis pas en culotte courte l'été. Là. Tu me verras pas avec autre chose que des jeans l'été. Parce que j'aime pas trop... C'est sûr que là, ça attire si t'es en Bermuda ou en pantalon 3/4 ou en pantalon 7/8. Les gens vont davantage te regarder. Là. Ils le voient, puis c'est plus fort qu'eux. Ils vont le regarder. Ils vont regarder ta prothèse. Donc, tu veux juste pas attirer l'attention. Ouais, c'est ça, mais c'est aussi. Ouais, ça, mais en fait, je pense que c'est comme une espèce de pudeur, de pudeur un peu ridicule. Parce que longtemps aussi, j'aimais pas ça me baigner, parce que quand je me baigne, ben, j'enlève ma prothèse, puis je me baigne avec ma seule jambe, puis tout va bien. Mais longtemps, je le faisais pas parce que je voulais pas que les gens me voient comme ça. Puis là, depuis quelques années, là, tabarouette, là, j'essaie quand même de me libérer un peu de ce genre de pensée-là parce que c'est parfaitement ridicule.
tout le monde s'en fout. Ben oui. Les gens l'oublient 4 secondes après. Puis aussi, je veux dire, c'est pas grave. Là. Je pense que on entre aussi dans la question de la diversité puis de l'image corporelle. C'est-à-dire Vraiment. que, tu sais, je pense que je veux pas faire une comparaison boiteuse. Oh, jeu de mots. Mais, tu sais, mettons les personnes grosses, j'imagine qu'ils vivent ça aussi l'été, là, tu sais, à la plage. Mais je pense qu'ils se rendent compte aussi que après quelques minutes, les gens se sont complètement oubliés. Puis j'imagine là, qu'ils vivent des regards incitants puis des regards désagréables. Ça existe, mais dans mon cas, en tout cas, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là. Là. On juge sans doute les personnes grosses. On pense que c'est de leur faute, tu sais, mais je pense pas qu'il existe beaucoup de gens qui pensent que s'il me manque une jambe, si j'ai un cancer, c'est de ma faute. Je penserais pas. Non, je penserais pas. Mais tu disais dans l'entrevue qu'il y a des réactions qui t'énervent un peu. Quand on te demande, mais, pourquoi tu boites? Pourquoi? Ah oui, non, mais c'est-à-dire que c'est ça, là, les gens vont... Mais il y a 2 types de réactions qui m'amusent. Là. Il y a la réaction, mettons, c'est drôle parce que ça m'est arrivé récemment avec Vincent, qui est le propriétaire du studio, le studio Madame Wood, où j'enregistre mon balado. Puis, ça fait quelques années que je le connais, je passe plusieurs heures au studio. Puis là, il m'a vu arriver, il m'a vu marcher, puis il a dit t'as-tu comme un problème à la jambe? Puis là, j'ai réalisé qu'il savait pas, tu sais. Il était pas au courant, mais là, moi, j'avais présumé qu'il savait ou que je lui avais dit, tu sais. Donc, il me demande pourquoi est-ce qu'il manque une jambe, j'ai eu un cancer. Tu as eu un cancer, là, si la plupart du temps, c'est ce type de réaction-là. Cancer du cerveau aussi, ça met une autre réaction. Oui, cancer, mais là. Cerveau, c'est comme. T'es pas bizarre. On dirait que je sens vraiment, c'est vraiment intense. Là, tu fais non, ça va tout bien, j'ai toute ma tête. Mais c'est sans doute aussi qu'on a tellement, je sais pas, moi, j'ai pas l'impression de connaître beaucoup de choses au sujet de comment le cerveau fonctionne. Donc, on s'imagine que elle a un cancer au cerveau, comme c'est sûr qu'elle a failli mourir, puis que, oui, tu sais, je te dis cancer. Le seul traitement, c'est une lobotomie partielle. T'as comme cancer, je rajoute du cerveau, c'est comme, non, c'est la grosse affaire. Puis là, les gens sont mal à l'aise, tu sais, mais je veux dire, mon ami Vincent, ça me fait plaisir là, d'y expliquer ce que j'ai eu. Puis, tu sais, là, j'ai 35 ans, j'ai eu moi, je veux pas faire le calcul parce que je vais montrer à quel point je suis poche en maths, mais ça fait plusieurs années, mettons, que ça fait presque 20 ans, en fait, c'est ça. Ouais, ça fait presque 20 ans. Ça fait plus de 20 ans. Mais non, ça fait... 24, 34, ouais, voilà, c'est ça. Ça fait 21 ans. Oui, c'est ça, exactement. Ça nous a pris du temps, hein? C'est sûr que c'est vraiment gênant. Les gens qui nous écoutent présentement, ils font, voyons. Les gens sont affligés. Ils nous jugent pas parce qu'on a eu le cancer, mais ils nous jugent parce qu'on est pourris en maths. Ça n'a pas rapport avec mon cancer du cerveau. Du cerveau, cancer du cerveau. Mais fait que dans ce cas-là, je veux dire, je vis pas de malaise, ça me rend pas inconfortable. Ça manque de discrétion que tu connais pas beaucoup. Je comprends. Mais ça arrive, là, c'est ça, que tu croises quelqu'un que je connais pas, là. Je marche dans l'escalier, je descends l'escalier, puis je dois descendre. Je peux monter les escaliers plus normalement, mais je dois les descendre une à une. OK? Donc là, les gens le remarquent davantage que j'ai un problème avec ma jambe. Puis là, tu sais, toutes sortes de réactions du genre... tu devrais consulter un physiothérapeute pour ça, il pourrait t'aider. Je crois au pouvoir des physiothérapeutes, là, ils font un travail essentiel, mais je suis pas sûr qu'ils pourraient m'aider tant que ça pour cette affaire-là. À moins que tu me dises que les physiothérapeutes savent comment faire repousser des jambes, ce qui m'intéresse beaucoup si c'est le cas, mais j'en doute. Et dans ces moments-là, tu as le goût de dire non, c'est parce que j'ai eu un cancer. Puis là, ça, c'est le malaise me fait. Oui, mais après, là, les gens. Oui, des fois, j'ai déjà eu le courage de faire ça puis de leur répondre de la manière la plus sèche possible. Non, j'ai eu un cancer, mais là, c'est qu'après, il faut que tu gères les excuses. Oh, je suis tellement désolé. Non, mais réfléchis à ce que tu dis avant que ça sorte de ta bouche. Donc, la plupart du temps, je fais juste ne pas répondre ou je dis merci. Mais c'est une belle leçon pour tout le monde parce que moi aussi, des fois, je parle sans penser avant. Oui, on va dire des réactions de même, mais c'est vrai, il faut faire vraiment attention. J'ai déjà été pris en flagrant délit de parler sans avoir réfléchi. Ça nous arrive tous. Oui, tous. Mais c'est juste que là, il me semble que c'est tellement flagrant que quelqu'un se déplace de telle manière. Qu'est-ce que tu en sais des raisons pour lesquelles il marche de même? On le sait pas du tout. On le sait pas du tout. Puis on sait pas aussi le degré de... Tu sais, il y a des gens qui sont... J'ai animé une émission à Ami Télé, Viens souper, où je reçois des gens qui sont en situation de handicap, tu sais. Puis j'en ai beaucoup appris sur comment... C'est ça, il y a des gens qui sont à l'aise, ça veut pas dire que c'est parce qu'ils
n'ont pas fait leur deuil ou qui n'ont pas cheminé, mais c'est pas tout le monde qui est autant à l'aise de parler de tous les sujets qui ont à voir avec leur handicap. Il y en a qui sont plus pudiques que d'autres, puis je pense qu'il faut respecter les limites ça, de évidemment. tout le monde. Ouais. En terminant, là, ça m'a vraiment parlé. J'ai écouté... C'est déjà fini? Ouais. Mais là... Mais dernière question, en plus, c'est comme vraiment... On commence, c'est un podcast. Un podcast, ça dure 3-4 heures, Ouais, habituellement. je sais, non, je suis pas comme Thomas Levac ou Mike Ward, que ça dure 2 heures, que ça finit plus. Mais c'est vraiment intéressant. La carte cancer, épisode Le corps. Oui. J'ai vraiment aimé ton témoignage. Ça m'a vraiment parlé parce que tu dis qu'on t'a suggéré de faire congeler ton sperme. Oui. Je m'en vais là. Allons-y. Je peux? OK. Là, tu disais que tu n'étais pas comme Thomas Levac, mais on va parler de sperme. on va parler. Donc, tu as quelque chose en commun avec Thomas Levac. Effectivement. Moi, j'ai fait congeler mes ovules. On me l'a suggéré. Moi, c'était clair, mais c'est parce que j'avais 26 ans. Je savais que je voulais des enfants. Même que quand ils m'ont dit que ça pouvait me rendre infertile, oh mon Dieu. J'étais à terre. Toi, t'as 14 ans. J'imagine que t'as pas eu le temps de vraiment d'y penser. J'avais tellement pas pensé à ça, Zoé. Là. Puis t'as refusé. Puis moi, ça m'a marqué parce que je me disais, oh mon Dieu, il a refusé. Est-ce qu'il a regretté par la suite? Pourquoi il a refusé? Ben non, mais là, je l'ai pas regretté parce que il se trouve que je suis fertile. OK, ouais, c'est ça, je me demandais. J'en ai de belles preuves à la maison. OK. Mais ouais, en plus, ça, je suis aussi, parce que je savais pas, je réponds à ta question à l'envers, mais j'ai subi des traitements de chimiothérapie. Un des effets secondaires de la chimiothérapie, c'est que ça cause... Ça, c'est drôle quand tu signes la feuille, d'ailleurs, l'espèce de décharge, faut que tu signes une décharge pour recevoir des traitements de chimiothérapie. Puis, alors, les effets que peuvent provoquer cette chimiothérapie, cancer, la chimiothérapie peut créer le cancer. Mais ce qui est plus fréquent, c'est l'infertilité. Ouais. Donc, ce qu'on m'avait proposé, c'est de faire congeler mon sperme. Mais... En fait, t'es pas à l'aise en le disant. Oui, non, mais... Puis, c'est ça, c'est que là, ça suppose une sorte de conversation. Ben, est-ce que tu veux des enfants? Je veux dire, j'aimerais ça peut-être frencher une fille avant pour une première fois, tu sais. On pourrait commencer par ça, puis après, tu sais, on se rendra à la conversation au sujet des enfants. Donc, j'étais vraiment, vraiment pas... j'étais pas rendu jusque-là dans ma vie. Là. Ouais. Puis en fait, le rendez-vous avait été pris dans la clinique en question où je devais aller me caresser. Puis, clinique au vous, peut-être, je sais pas. C'était une clinique de ce type-là. Mais là, je me souviens d'une conversation avec mon père qui m'avait comme demandé, est-ce que tu as déjà fait, est-ce que tu t'es... mon Dieu, c'est malaisant. Et voilà. Ah non, c'est ça. Là. Parler de masturbation, c'est déjà pas facile à 14 ans, imagine. Ouais. Puis là, dans tout le contexte de... Tu fais ça parce que dans quelques semaines, tu vas recevoir de la chimiothérapie, puis cette chimiothérapie-là va avoir un impact sur le reste de ta vie et sur ta possibilité de garder tous tes membres, etc. Là, donc, je pense que ma mère et mon père, sentant que ça me stressait beaucoup, que ça créait de l'anxiété chez moi. Ils m'ont comme proposé de juste laisser tomber. Je pense que ça faudrait que je demande à ma mère. En fait, tu pourrais répondre à cette question-là. Il y a des coûts associés à ça. Est-ce que c'est couvert? Non, c'est couvert par... Ben OK, oui. d'accord. Ouais. Ah oui, moi, j'ai pas vu une scène sortir de mon portefeuille. Bon. On fait juste passer la carte. On n'entend pas parler, mais... Je suis content de savoir ça, mais donc l'idée d'aller me caresser, d'aller me masturber dans une pièce avec mes parents qui attendent à côté... ça me rendait vraiment profondément mal à l'aise. Mais c'est normal. Il ne faut pas oublier qu'ils nous le demandent avant les traitements. Fait que tu es en mode je veux guérir. Tu es en mode je veux survivre. Donc, le malaise de plus de faire ça, puis là, tes parents ne savaient sûrement pas comment réagir par rapport à ça. Je comprends que c'est juste on veut qu'ils guérissent et on parlera de ça plus tard. Longtemps, je ne l'ai pas su, en fait, si j'étais devenu infertile ou pas. En fait, j'aurais pu être aussi infertile. Moi, je ne le sais pas encore. Oui, c'est ça, on ne le sait pas. Puis, il y a une une oncologue très bienveillante à Sainte-Justine lors d'un de mes examens de suivi qui m'a posé la question. Puis, je pense que j'étais dans les débuts d'un couple à ce moment-là. Puis, où est-ce que j'étais dans les débuts d'un couple? En tout cas, j'étais plus vieux. J'étais certainement plus vieux. Puis, donc, l'oncologue m'a dit, est-ce que tu sais, est-ce que tu aimerais savoir? Puis, j'ai dit, ben oui, quand même. Puis, ce qu'elle m'a fait valoir, c'est que c'était mieux de le savoir avant de m'engager dans une relation de couple
que de faire le test pendant, tu sais, s'enlever un stress. Parce que là, si tu entres en relation avec quelqu'un, la personne veut des enfants, t'en veux toi aussi. Faudrait quand même que j'aille vérifier si je suis fertile. C'est comme une étape qui met un stress sur le couple qui est pas agréable. Tandis que, bon, si tu le sais, ben, si tu es infertile, c'est plate, mais au moins tu peux le dire à la personne et la personne peut s'engager dans la relation en connaissance de cause. Après, il y a toutes sortes d'autres moyens aussi d'avoir des enfants. Donc, je suis allé passer ce qu'on appelle un spermogramme. Et là, c'est ça. J'ai fait ce que je voulais pas faire à 14 ans. Ouais, mais mes parents n'étaient pas présents. Mais puis à quel âge? J'étais plus vieux. Ouais. Hey, non, ça devait être stressant. Mais on vit tellement de stress. Moi, mes résonances magnétiques, à toutes les fois, je suis toujours stressée du résultat. Ça fait tellement de bruit, ces affaires-là. Oui, vraiment. Quelle musique t'écoutes pendant tes résonances magnétiques? T'as pas de musique? Non. T'as pas les gros jamais. Ouais, mais ils m'ont jamais. Ils proposent pas de la musique? Non. Moi, quand j'en ai fait seulement une fois une résonance magnétique, puis on m'avait proposé de la musique. T'as mis quoi? J'avais écouté du Limp Bizkit très bon toute ma résonance magnétique. Ouais. Bon, ben c'est déjà terminé. Hey, merci, Dominique Tardif. Je pensais que ça allait être plus long que ça. J'étais prêt, là. On pourrait continuer pendant 2-3 heures. Ben oui, je sais. Si jamais les gens veulent te lire, oui. À la presse. Ils peuvent me lire dans la presse. Sinon, t'écouter. Deviens-tu ce que tu as voulu? Oui, Donc, c'est ça. Sur Spotify, quoi. C'est sûr, on est sur toutes les plateformes, là, Apple Music, Spotify, Stitcher. Même audio, tu me disais. Il y a une dizaine d'épisodes qui sont disponibles sur audio. Il y a probablement une nouvelle saison de Deviens-tu ce que tu as voulu qui a commencé à être diffusée ou qui sera très bientôt diffusée. Je vais écouter ça, c'est certain. Eh bien, merci. C'était vraiment un honneur de te recevoir aujourd'hui. C'était vraiment super agréable. Bravo pour ton balado, Zoé. C'est vraiment super bon. C'est intelligent, c'est touchant, puis je suis content d'y avoir participé. Merci, c'est gentil. Regarde, tu vois, je suis mal à l'aise. Je perds mes... Mais non, prends-les, là. OK, c'est beau. Merci.